Ethan, il y a 3 jours, l'agent Lindsay Ferris a été capturé lors d'une mission de surveillance. Voilà l'homme qu'elle suivait. Il s'appelle Owen Davian. Les détails sont top secrets, mais je peux vous dire que Davian est un trafiquant de marché noir extrêmement dangereux et une priorité pour nous. À 14h aujourd'hui, un satellite de reconnaissance a identifié une caravane de véhicules avec des immatriculations correspondant à celles utilisées par les équipes de Davian. Ils sont maintenant dans une usine désaffectée en dehors de Berlin. Ils ont un otage. Nous pensons que c'est l'agent Ferris. Normalement, nous nions tout. Mais Lindsay peut être la clé pour nous approcher de Davian et c'est un risque que nous devons prendre. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à trouver Lindsay et la ramener. J'ai déjà constitué une équipe. Elle se tient prête et n'attend plus que votre réponse. Ce message, disons que c'est le super cadeau de fiançailles que je vous fais, s'auto-détruira dans 5 secondes. Bonne chance cette année, encore merci. Excuse me, Mr. Hunt. Would you like to watch a movie? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You don't understand me, I'm telling you, it's top secret. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Mission Impossible. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. Votre mission avant de commencer à écouter le podcast est d'écouter le film proposé aujourd'hui, car on va le spoiler complètement. If the secretary wanted me out of there, it must be pretty bad out here. Bonne écoute. President has initiated Ghost Protocol. Bienvenue à Shanghai. Aujourd'hui, on parle de Mission Impossible 3, sorti en 2006 et réalisé par J.J. Abrams, avec Tom Cruise, Michelle Monaghan, Lawrence Fishburne, Ving Rhames, Simon Pegg, Jonathan Rhys Meyers, Maggie Q, Kerry Russell et Philip Seymour Hoffman. Je suis Mathieu, et moi j'aime me renverser du vin rouge sur ma chemise blanche sur mesure. Alors, bienvenue dans la rétrospective des Missions Impossibles. Maintenant, on est rendu au 3e épisode avec Mission Impossible 3. Et bien sûr, encore au podcast, j'ai un invité aujourd'hui. J'ai William qui était là au premier podcast. Salut William. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, toi, dans le fond, aujourd'hui, là, c'est techniquement le 3e podcast que tu fais avec moi. On a fait un épisode de Star Trek Lower Prodigy, puis c'est ça, le premier Mission Impossible. T'étais pas là la semaine passée pour le 2e épisode de Mission Impossible, mais tu l'as écouté quand même. Dans le fond, là, dans la générale, comment tu l'as trouvé, Mission Impossible 2? Comment... C'est juste une idée globale. Moi, je trouve genre correct. Ben, genre une raison que je l'aime pas beaucoup, c'est parce qu'il genre été trop de masse dedans. Tu lui donnerais comment, genre en général, là, comme c'est sûr qu'on va en reparler un peu. On va faire des comparatifs un petit peu avec Mission Impossible 2. Le film aujourd'hui, là, il y a certains éléments là, qui reviennent, mais interprétés différemment. Mais tu sais, sur le code du podcast, là, tu lui donnerais-tu un vert, un jaune ou un rouge à Mission Impossible 2? Un jaune. Bon, c'est bien parfait. Fait que au moins, je sais où ce que tu tiens. Puis j'ai donné un jaune, justement, là, à Mission Impossible 2. Ben, dans le fond, j'ai donné même un jaune rougeâtre, vraiment limite, là, tu sais, que dans le fond, là, c'est sûr que c'est un film que moi, personnellement, j'aime écouter, mais je suis pas capable de l'endosser. Tout simplement. C'est juste en étant le plus correct quand même. Là, je peux pas arriver puis en toute bonne foi de dire au monde là, d'aller écouter ce film de Mission Impossible-là comparativement là, au premier film. Mais en tout cas, juste avant de commencer à parler du film aujourd'hui, si des fois vous êtes nouveau au podcast, puis c'est la première fois que vous écoutez le podcast avec l'épisode de Mission Impossible 3, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver un lien pour pouvoir télécharger les 2 premiers épisodes de Mission Impossible et plein d'autres rétrospectives qui ont été faites là, par le podcast là, durant les pas loin de 4 années du podcast. Vous avez des rétrospectives comme tous les 28 films de James Bond ou tous les films de John Wick, les films de Die Hard, un petit peu plus action, on a les films de Rambo. Le but du site internet, c'est pour faciliter, dans le fond, de trouver tous les épisodes, là, au-dessus de 400 épisodes au podcast. Dans le fond, c'est pas mal plus facile en allant sur le site internet. Puis en même temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Et commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, voir vos pensées. Ça fait toujours un plaisir là, de lire vos commentaires.
Alors, quand on a laissé Tom Cruise en 2000 avec le film de Mission Impossible 2, il a filmé plusieurs films. Là. Il a eu son divorce aussi avec Nicole Kidman. Il a eu sa relation avec Penelope Cruz, qui a, dans le fond, joué avec là, dans le film de Ciel de couleur vanille. T'as-tu vu ça, toi, ce film-là? Non. Non, Rapport minoritaire par Steven Spielberg. Non, j'ai pas vu. Ça, dans le fond, le film de rapport minoritaire, ça avait commencé avec la suite de Total Recall et finalement, ça a été tout retransformé là, pour être une autre nouvelle là, de Philip K. Dick. Puis, dans le fond, j'en ai parlé là, l'été passé au podcast, là, le film avec Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ensuite de ça, il a joué dans Le Dernier Samouraï que j'ai pas vu, donc je pense, William, tu n'as pas vu. Le film Collatéral avec Jamie Foxx, où ce que Tom Cruise faisait le rôle d'un méchant, quelque chose qui est quand même assez rare dans sa filmographie. Il y a le film War of the Worlds, La guerre des mondes. Fait qu'on est en 2006, on est la même année que Casino Royale, le premier film avec Daniel Craig, qui était un reboot. Dans le fond, la franchise de James Bond ont parti dans une direction différente. Mission Impossible a comme continué toujours comme un peu là, le Tom Cruise Show. Il continuait quand même qu'est-ce qu'il y avait comme débuté là, avec les 2 premiers films. Mais c'est ça, en 2006, oui, il y avait James Bond, mais aussi à partir de 2002, il y a quelque chose qui allait changer aussi beaucoup, là, le film là, des espions, dans le fond. On a le film là, de The Bourne Identity, qui avait sorti en 2002, puis on a le film The Bourne Supremacy, dans le fond, qui est le 2e film, puis dans le fond, on allait avoir le 3e film, The Bourne Ultimatum, là, qui allait sortir là, l'année suivante, en 2007. Mais par contre, même si Bourne a changé beaucoup d'affaires dans le royaume du film d'action, puis dans le fond, on a eu les tons dans beaucoup de films qui ont changé, puis qui étaient affectés par ça. Mission Impossible, oui, peut-être qu'il y a... ça va avoir affecté quand même un petit peu dans le film aujourd'hui, est-ce qu'on va revenir un petit peu peut-être plus terre à terre. C'est sûr qu'on continue quand même le moule de Mission Impossible 2, mais le fait de plus se servir, là, de revenir plus à le côté espion, plus tactique, puis tu sais, moins être sur les gadgets, ben c'est beaucoup une affaire là, que Bourne avait apporté, malgré que c'est comme pas un espion tout à fait là, dans ce film-là, mais c'est ça que ça allait apporter beaucoup là, dans le genre d'espionnage. Mais c'est ça, en tout cas, on parlera de ça un petit peu plus tard. Le réalisateur aujourd'hui, ben, on a J.J. Abrams, que bien sûr, dans la maison ici, on connaît comme le réalisateur du reboot de Star Trek en 2009, puis sa suite en, je pense, 2012, Star Trek Into Darkness. Bien sûr, ben, au podcast, j'ai déjà couvert 2 de ses films qu'il a réalisés, Star Wars The Force Awakens et le dernier, là, le Rise of Skywalker. Je pense pas que dans le fond que j'ai besoin de vraiment l'introduire, mais sauf qu'à cette époque-là, il y avait pas mal été le réalisateur, producteur là, de la série Lost que j'ai jamais écouté. William, toi, tu sais-tu c'est quoi la série Lost? Je sais pas c'est quoi. Dans le fond, je sais pas vraiment plus. Là. Je pense qu'ils c'est des rescapés sur une île, là, puis en bout de ligne. Là, ce que je sais, c'est que ça finit en queue de poisson. Vraiment, le monde déteste tout le temps la finale là, de cette série-là. Je veux dire, à chaque fois que j'entends parler de cette série-là, c'est toujours la fin, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, fait que dans le fond, là, ça va être pas mal le début là, de la collaboration entre Cruise et J.J. Abrams. Que dans le fond, là, ça va être pas mal une collaboration. Ça va être, je pense, le seul film que J.J. Abrams va réaliser là, dans la lignée de films là, de Mission Impossible. Sauf que Abrams va rester tout le temps là, en tant que producteur ou producteur exécutif. Là. En tout cas, à un certain niveau, là, il y a toujours un peu une partie de cette équipe-là là, qui vont suivre là, dorénavant là, pour tout le restant de la franchise. Alors, selon IMDb, le mini-synopsis du film,
L'agent du IMF, Ethan Hunt, entre en conflit avec un trafiquant d'armes dangereux et sadique qui menace sa vie et celle de sa fiancée en réponse. La fiancée va devenir sa, sa femme pendant le film, mais dans le fond, le film là, va parler beaucoup là, de la vie d'espion, de qu'est-ce qu'ils ont à vivre, comme la double vie, que dans le fond, tu sais, on est avant le film là, de Iron Man là, de 2008, où ce que dans le fond, on allait changer un peu là, toute la donne là-dessus, où ce que on allait mettre carrément là, à la vue là, la vie secrète là, des super-héros. Là, c'est sûr, c'est pas un super-héros, mais c'est un peu pareil, là, la vie d'agent secret. Que dans le fond, le danger là-dedans, c'est que si, mettons, on sait c'est qui comme agent ou que même l'autre côté, que les proches de l'agent secret ou le super-héros, n'importe qui, ben, s'ils sont au courant de des choses, ben, tu sais, dans le fond, ça peut mettre en péril des personnes alentour d'eux. C'est tout un peu là, une question là, de sécurité de tout le monde. Puis en même temps, ben, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un petit peu un commentaire sur que Tom Cruise veut mieux paraître. Honnêtement, là, en regardant comme il y a plusieurs commentaires qui vont faire comme on a l'agent Ferris là-dedans qui va se faire demander si, mettons, il y a quelque chose d'extra-conjugal avec. Parce que, tu sais, dans le fond, à l'époque, Tom Cruise, il jouait un peu partout, tu sais, sans nécessairement là, être délinquant, mais c'est comme les conjoints changeaient là, un petit peu régulièrement. Fait que je pense que pour son image publique, on va jouer beaucoup avec la question qu'il est fidèle, que dans le fond, il a une vie stable. Ça, c'est un petit peu ma perception de la chose, mais je trouve juste ça quand même assez ironique, un peu dans sa vie personnelle. C'est un petit peu l'inverse, mais je pense que dans le fond, c'est vraiment une question là, de vouloir améliorer là, la vie ou le côté public là, de sa vie privée là, en tant qu'acteur. Alors, le film d'aujourd'hui, je suis même pas certain. Je dis depuis le début de la rétrospective que je les ai toutes vues au cinéma. Honnêtement, celui-là, je suis pas certain. J'ai comme pas vraiment là, de mémoire qui me revient là, en pensant à ce film-là au cinéma. Je sais que je l'ai vu une fois dans les mêmes temps, ça je suis certain. Sauf que honnêtement, j'ai pas vraiment de mémoire qui me revienne de l'avoir vu au cinéma. Je suis peut-être rendu là, à ma 7-8e écoute. Là, dans le fond, il a fallu que je l'écoute 3 fois là, pour le podcast aujourd'hui. Là, ça a vraiment tombé de même. Autant que j'ai vu le deuxième film, très souvent, là, pour les raisons que j'ai dit la semaine passée. Ce film-là, je l'ai vu beaucoup moins souvent. J'étais à une autre place dans ma vie, puis j'étais un petit peu moins pressé là, tout le temps là, d'aller au cinéma. Là. Toi, William, t'es rendu à peu près à ton combien de visionnages là, de ce film-là aujourd'hui? Probablement environ 4 fois. Là. Tu l'as écouté juste une fois, je pense, pour notre enregistrement? Ouais. Fait que le film commence directement là, dans le feu de l'action. Ben c'est ça, c'est pas de l'action, c'est vraiment comme un suspense. On a Ethan Hunt qui est attaché à une chaise, puis que dans le fond, là, on peut comprendre là, qu'il doit essayer là, d'avoir. Il y a quelque chose là, comme le pied de lapin qu'il est supposé de remettre. Puis là, on ne sait pas à cet endroit-là qu'il l'a remis, dans le fond, mais que dans le fond, il a juste. Il est poussé pour savoir que si, mettons, il sait vraiment là, la patte de lapin qui a remis. Sachant tout ça, avec tout le film, puis, ben, tu sais, on va commencer avec l'idée. Est-ce que tu trouves que commencer avec une histoire dans le futur, que finalement on va continuer à partir de cette étape-là, à peu près à 20 minutes de la fin, toi, tu trouves-tu que c'est un bon départ pour le film? Ben, j'aime ça parce que ça va te faire demander qu'est-ce qui arrive et comment à devenir à là, genre. Ouais, comment qu'on se rend là, dans toute l'histoire. Ça, c'est une technique qui est utilisée, là, pas souvent, mais c'est une technique qui est quand même utilisée là, une fois de temps en temps. Moi, je dirais que je suis un petit peu à l'inverse de ça.
Parce que justement, je me dis, on va en arriver là à quelque part. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe pendant le film, on va arriver à ça. Tu sais, c'est comme toutes les victoires que Tom Cruise va faire pendant le film. En bout de ligne, il va se ramasser, qu'il va être attaché à une chaise. Puis, tu sais, c'est ça à quelque part. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on sait pas si maintenant il va avoir son équipe. Tu sais, puis, tu sais, on suppose qu'à quelque part, il va se ramasser tout seul contre le personnage de Davian. Davian, lui, qui est joué là, par Philip Seymour Hoffman, que lui venait de récolter un Oscar, je sais pas si c'était avant le tournage du film aujourd'hui, là, mais pour le film Capoté. Je l'ai pas vu ce film-là, mais en tant que tel, comme méchant principal du film, moi je trouve qu'il est vraiment menaçant. C'est clair que c'est pas quelqu'un qui est physiquement dangereux envers Ethan Hunt. On voit qu'il est pas très très en forme. Pas très très en forme. On voit que c'est pas quelqu'un qui fait son jogging à tous les matins. Là, on s'entend que dans le fond, c'est plus de quelqu'un de cérébral, mais qu'il est extrêmement dangereux parce qu'il y a beaucoup de connexions. Surtout plus tard pendant le film, on va savoir que dans le fond, il y a une connexion avec l'IMF. Mais en tant qu'acteur, je veux dire, on peut rien enlever là, à Philip Seymour Hoffman. Selon moi, parce qu'en même temps, c'est ça, c'est pas à cause de ça, là, mais il a été voté là, genre un des meilleurs acteurs là, depuis les années 2000. Si je me trompe pas, c'est un acteur que je vais reparler un peu plus tard au courant de l'année, là, quand je vais parler là, du film Mindhunter, là, qui est le film original là, de Dragon Rouge là, avec le film là, de Hannibal. Mais ça, c'est pour plus tard dans l'année. Toi, qu'est-ce que tu penses de Davian? Il y a un air menaçant. Non, c'est clair que c'est tout dans ses yeux un peu, hein, comme son côté. Il y a de l'air froid un peu. Honnêtement, si mettons on compare lui versus le dernier qu'on a vu, le Dougray Scott, qui était l'autre agent là, du IMF, là, Sean Ambrose, quel que tu trouverais le plus dangereux, quel que, dans le fond, là, que tu trouves qui est plus une menace entre les deux personnages là, dans les deux derniers films? Moi, je dirais genre les deux parce que moi, je pense que lui, dans le 2, il a plus de pouvoir que lui dans le 3. Mais lui dans le 3, il est plus menaçant, genre. C'est sûr que c'est pas... ils ont similairement un peu là, les mêmes... à différents degrés. Il y en a un qui c'est un ancien agent du IMF, puis l'autre, il y a quelqu'un au IMF qui peut y sortir de l'information. Fait que on va laisser ça, cette scène-là, juste comme introduction, puis on va revenir à ça quand ce sera le temps voulu, là, parce que, en tout cas, il y a des affaires qui sont étranges que tu reviens plus tard dans le film, puis que tu te demandes pourquoi que tu as tout ça qui se déroule, pourquoi qu'il va avoir gardé, sachant que, tu sais, dans le fond, Davian il est au courant de toute la situation. Pourquoi qu'ils doivent quasiment avoir Julia encore vivante, tout ça. Mais tu sais, en tout cas, on va en reparler de ça tantôt. Fait que là, on a... ça termine, là, comme il faut un compte à rebours et qu'il va compter là, jusqu'à 10 pour que Tom, dans le fond, ils disent que ça soit vraiment là, la patte de lapin. Puis, ça finit avec le 10. Fait qu'on on sait que, dans le fond, techniquement, sa femme va mourir plus tard dans le film. Puis là, on va retourner en arrière. Mais avant de retourner en arrière, on va avoir le générique de la chanson de Mission Impossible, comme on le dit, c'est Mission Impossible 3, qui est comme coupé. Là, c'est comme genre, elle dure à peu près là, 10 secondes, là, juste un peu pour qu'on ait la chanson. Puis, tu sais, dans le fond, le nom du film. Je vais tout de suite parler là, de la musique. Michael Giacchino, qui fait la musique aujourd'hui. Comme vous savez très bien au podcast, je pense que je le martèle jamais assez. Michael Giacchino, c'est probablement un des pires compositeurs qui existent à Hollywood. On dirait que je trouve tout le temps moyen de parler contre lui. J'ai jamais rien contre son orchestration parce que dans le fond, même ça paraît beaucoup là, comme quand il interprète la chanson de Mission Impossible aujourd'hui. Elle sonne comme toute. C'est vraiment un très bon orchestrateur. Puis normalement,
ce qui compose, en tout cas, à mon point de vue, c'est vraiment de la boîte. Mais honnêtement, la trame sonore d'aujourd'hui, ben, ça va être une rareté. Je trouve qu'elle a bien du sens. Ça fait une semaine que je l'écoute, puis je suis vraiment épaté, je suis sur le derrière, je suis assommé par le fait que je suis capable d'être en arrière de cette trame sonore-là, puis dire que c'est pas nécessairement la trame sonore que je préfère comparativement à celle de la semaine passée, mais c'est mieux que la première trame sonore de Danny Elfman. Toi, William, t'as-tu écouté la trame sonore? Je sais que c'est pas vraiment ton genre de vraiment écouter les trames sonores, mais t'as-tu remarqué la trame sonore aujourd'hui? J'ai pas écouté la trame sonore, la musique dans le film était quand même bon, là. Fait que là, on va faire un bond en arrière. On va revenir à quelque chose là, comme 4-5 jours avant. On est aux fiançailles du couple de Ethan et de Julia. On va parler un petit peu de Ethan. Il est rendu à la retraite. On est quelques années là, après le dernier film. Je pense qu'on est 3 ans après le film de Mission Impossible 2 ou peut-être 6 ans. Là. En tout cas, dans le vrai monde, on est 6 ans après. Il est plus encore avec la fille de la semaine passée, là, Naya. Ça a l'air que ça a terminé son histoire avec. Et maintenant, ben, il va se fiancer là, à Michelle Monaghan, qui fait le personnage de Julia. C'est ça, ben tu sais, la semaine passée, je parlais là, qu'on avait Ethan Hunt 2.0. On va revoir un peu la continuité, mais tu sais, je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière comparativement à ce qu'il faisait là, la semaine passée. Je pense qu'on va revenir un petit peu plus dans le moule qui était là, dans le premier film. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Ça continue plus dans le 1 que le 2. Ouais, c'est ça, le personnage est plus similaire. Puis le personnage de Julia qui va remplacer le personnage de Naya dans le premier film, est-ce que toi, dans le fond, t'es un peu sur le choc? C'est sûr que toi, dans le fond, le premier Mission Impossible que t'as vu, c'est genre le 5 genre, ou le 6. Tu savais déjà que sa femme, ça allait être Julia, parce qu'elle revient là, dans un des films plus loin, là, même 2 des films plus loin. Mais spoiler pour ceux-là qui n'ont pas vu, là, je suis bien désolé. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond... C'est-tu un choc un petit peu quand même, là, comment qu'on avait fini, là, comme pareil comme dans un James Bond, où ce que Bond à la fin il finit comme bien heureux là, avec une femme dans ses bras, puis on arrive dans le prochain film, puis dans le fond on n'en parle jamais là, de cette femme-là. Comment tu trouves ça, toi, dans le fond? Est-ce que tu es... Tu dis, est-ce que le film d'aujourd'hui, ils vont finir heureux, mais tu dis à la fin du film, ben... c'est pas grave parce que dans le prochain film elle sera pas là, ou tu t'attaches au fait là, qu'ils vont se marier puis que tu sens qu'il y a quelque chose. Essaie de pas penser au futur de la franchise. Moi je pense que lui dans le 3 il fait plus de sens que lui dans le 2 là. Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, tu crois pas à l'amour en 2 jours que dans le fond ils sont tous prêts à tout donner en 2 jours? Exactement. Je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. Je pense que il n'y a pas grand monde, je pense, qui sont contre ça. En fait, l'actrice, j'ai pas vraiment là, de problème avec Michelle Monaghan. Par contre, j'avais pas de problème avec Niall aussi là, la semaine passée. J'aurais aimé ça, pareil, d'un côté, qu'on essaie de faire du sens de l'histoire avec Naya. Parce que tu sais, on aurait pu quand même prendre l'histoire puis le personnage qu'on avait vu la dernière fois avec Naya, puis on aurait pu quand même les faire se marier, on aurait pu quand même évoluer leur relation. Puis aujourd'hui, elle aurait eu plus de poids. Le problème la semaine passée, c'était pas Naya ou Tandy Newton tant qu'à moi. Le problème, c'était la manière qui était écrite. Parce que, dans le fond, elle, Tandy Newton, était captivante. On voyait qu'elle, elle s'amusait, elle était bien sur le plateau de tournage. Tandis que, aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec Julia. Sauf que je pense qu'on a fait un retrait avec elle aussi. Je pense qu'on va avoir corrigé un petit peu de l'avoir mis un peu à l'avant-plan. On va la reculer un peu, contrairement au dernier film, que dans le fond était très importante à l'histoire pour qu'elle avance. Dans le fond, c'était comme la motivation à Tom Cruise là, dans ce film-là, mais on va avoir comme, en guillemets, corrigé ça pour le film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça, c'est le fiançailles. Tu trouves ça étrange, toi, quelque part? Tu sais,
on voit Julia en train de parler à ses amis, là, ou à sa sœur, je sais pas trop, il y a un peu de famille là-dedans. Tom Cruise, il se retourne, puis il la regarde, puis dans le fond, il est comme en train d'espionner leur conversation. Puis l'autre bord de la maison, dans le fond, il se mêle pas de ses affaires. Trouves-tu que ça fait freaky un petit peu? Bah, c'est bizarre, là. Ouais, mais c'est comme. En tout cas, je me dis, tu sais, il est-tu contrôlant, là, tu sais, je sais pas, tu sais, il regarde tous les mots un peu partout de ce qu'il se dit s'il y a pas quelqu'un qui parle dans son dos, là. Ah non, je pense que c'est parce qu'il voulait faire savoir qu'il peut. Lire sur les lèvres? Ouais, c'est ça. Ouais, ben. J'entendais là, dans le commentaire audio du film, quand j'ai écouté le film la troisième fois, ben, j'ai pas eu le choix de me le retaper une troisième fois pour écouter le commentaire audio. Puis supposément que le film, il l'écrivait quasiment à mesure. Il savait à peu près où il s'en allait pour le film, mais il écrivait le film à mesure. Supposément qu'il y avait cette scène-là qui avait été filmée, puis que c'était juste pour montrer un peu les habiletés à Ethan Hunt. Mais plus tard, quand ça leur revient, là, quand il est attaché à la table, ben, il cherchait une affaire là, pour montrer comment il pouvait se déprendre de cette manière, de cette situation-là. Puis ils se sont dit, ben, hey, au début du film, on avait déjà mis en place le fait qu'il est capable de lire sur les lèvres. Fait qu'on pourrait se servir de ça, cette habilité-là. Fait que c'est juste comme un hasard, à quelque part, que se sont servis de ça plus tard. Mais tu sais, ils ne sont pas toujours obligés de mettre quelque chose pour, tant qu'à moi, juste pour... c'est une habilité, mais on n'avait pas besoin de le voir au début du film, pas plus tard. En tout cas, c'est quelque chose qui aurait pu couper, là, en tant que tel, là, on aurait compris un peu plus loin là, qu'il est capable de lire sur les lèvres, là, qu'il répond au personnage là, de Musgrave. Puis en parlant de Musgrave, ben, c'est ça, lui, dans le fond, il va appeler Ethan Hunt pendant la soirée. Puis il va le faire amener là, à un dépanneur. Dans le fond, là, j'aime quand même la petite scène où ce qui va arriver, puis qu'il va Tom Cruise, il va jeter la glace par la porte arrière, puis dans le fond, là, il va dire ben là, il manque de glace, fait que il va devoir aller au dépanneur. Puis aller acheter de la glace, puis là, c'est là qu'il va avoir sa mission. Musgrave va y laisser là, une caméra photo où ce qu'il va avoir sa mission dedans, puis dans le fond, sa mission, ça va être d'aller rescaper là, une agente de l'IMF que lui, il a formé. Puis c'est ça, tu sais, le personnage là, de Musgrave qui était incarné là, par Billy Crudup, est-ce que tu l'as reconnu, l'acteur? Non. Ouais, ben c'est sûr que c'est ambigu un peu, c'est un petit rôle, là, mais on a écouté là, le film là, de Justice League là, de Zack Snyder dernièrement. C'est lui qui fait le père du Flash. Bah, j'ai pas vraiment pensé. Ouais, ben, c'est pas plus grave. Quand on va réécouter le film de Flash là, cet été, il va avoir été recasté. Ça va être un autre acteur qui va faire le personnage. Mais c'est ça, dans le fond, Billy Crudup, il joue là, dans plusieurs films, là, mais je pense que j'avais parlé de lui là, l'année passée là, quand j'ai couvert Alien Covenant. En tant que tel, tout ce qu'il fait, là, mettons là, qu'on va sur toute l'histoire qu'il va faire pendant le film, là, il est en train de contracter, d'engager Tom Cruise pour aller chercher l'agent Faris. L'agent Faris... dans le fond, elle va lui donner de l'information pour dire que s'il y a de l'information qui sort de l'IMF, c'est le personnage là, de Brussels qui va être joué par Lawrence Fishburne. C'est lui, dans le fond, qui va être la taupe. Fait que lui, Musgrave, il va couvrir ses arrières. Puis, dans le fond, lui, il veut qu'on sache que elle enquêtait là, sur une affaire là, d'histoire là, avec la patte de lapin pour qu'en bout de ligne que Tom Cruise et son équipe aillent retrouver là, la patte de lapin, puis que finalement ben, d'une manière ils réussissent à la ramener à Musgrave ou au personnage là, de Davian, puis que finalement ben, ils vont utiliser cette arme. On va savoir un peu là, que c'est une genre d'arme chimique quelque part. Là, c'est peut-être la chimère encore qui revient. On ne sait pas, on ne va jamais expliquer là, c'est quoi là, la patte de lapin. T'as-tu vraiment un problème avec qu'on sache pas c'est quoi? Quelque part, ils nous l'ont dit c'est quoi. C'est, dans le fond, c'est un arme dévastateur, là, c'est une arme biologique, quelque chose de même. Là. Ils mettent ça vraiment à grise out. Ça vient vraiment juste un mégaphone, quelque chose pour faire avancer l'histoire, mais
c'est pas important qu'on sache c'est quoi. Là. C'est vraiment là, de l'écriture 101 du cinéma, mais ça n'a pas de but. Toi, ça te dérange-tu de vraiment pas le savoir à la toute fin? Bah, ça me dérange pas vraiment. Fait qu'on va être introduit là, à la nouvelle équipe là, de Mission Impossible de l'IMF. On a Zen qui est joué par Maggie Q, que l'année suivante, là, elle va jouer là, dans le film là, de Die Hard 4, que me semble que quand je l'ai découvert là, en fin d'année l'année passée, là, j'avais été quand même assez impressionné là, par ce personnage-là. Mais aujourd'hui, honnêtement, elle m'impressionnera pas. Ça a l'air qu'en plus qu'elle a été entraînée là, par le grand Jackie Chan. Puis, tu sais, ça sera pas vraiment beaucoup démontré. Tu sais, dans le fond, c'est une actrice qui est capable de faire de l'action. On l'a vu là, dans le film de Die Hard, mais ça va venir à l'année suivante. Je dis pas ça méchamment là, que c'est le Tom Cruise Show, parce qu'en bout de ligne, tu sais, ça peut être le James Bond Show, ça peut être le show de n'importe qui, mais tu sais, en tant que tel, on met juste en valeur pas mal là, le personnage là, de Tom Cruise tout le temps. Puis il y a aussi le personnage là, de Declan qui est joué là, par Jonathan Rhys Meyers. Que aussi, moi je m'attends tout le temps avec dans le film là, qui va se retourner de bord ou quelque chose de même, là, mais c'est un personnage, là, il venait de jouer Elvis dans une télésérie là, à l'époque. Puis dans le fond, là, je pense que c'est pour ça qu'on l'a pris. Là, en tout cas, il parle de ça là, dans le commentaire audio. Toi, les deux personnages là, de Zen et Declan, que tu sais, dans le fond, sont pas vraiment là, en avant-plan beaucoup, là, mais tu sais, pour l'équipe, là, même il va y avoir Luther encore qui va revenir là, pour la troisième fois, là, Ving Rhames. Comment tu aimes l'équipe aujourd'hui? Bah, l'équipe est ordinaire. Elle est ordinaire. L'aimes-tu mieux que la dernière équipe? Où qu'on avait juste Billy Baird, puis Luther, puis bien sûr Naya? Je pense qu'il meurt toujours. L'équipe aujourd'hui? Ouais. Ouais, ben, ça c'est clair. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi personnellement, là, je trouve que l'équipe aujourd'hui, même si ça reste le Tom Cruise Show, je trouve que on a vraiment un travail d'équipe. Tu sais, dans le fond, là, ils s'en vont. Ben, plus tard, il va y avoir quand ils vont se rendre à Rome, là, on va voir tous les personnages, là, ils ont toute une fonction. Là, quand ils vont aller rescaper là, Ferris, on va voir Luther qui va installer un genre de canon là, qui va faire des sons de Robocop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment les mêmes sons que dans Robocop. Je sais pas si il y a quelqu'un qui a travaillé avec sur le film de Robocop là, en 1987, si je me trompe pas. Puis dans le film aussi là, de Robocop, plus tard vers la fin du film, là, quand Tom Cruise s'apprête à sauter de la bâtisse, il y a une bâtisse qui semble être marquée aussi OCP. Comme dans Robocop, je sais pas s'il y a vraiment là, comme un clin d'œil. J'ai essayé de trouver des choses qui avaient les liens entre les deux films, là, mais je trouve rien. Là, à part le fait, il y a du monde qui se sont rendu compte pour les sons, mais le OCP à la fin, il y a peut-être quelque chose là, que j'ai pas remarqué, là, que c'est pas exactement l'OCP, là, mais en tout cas, moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'OCP. Peu importe, fait que. Dans le fond, là, on va avoir l'infiltration où ils vont trouver là, l'agent Ferris joué là, par Kerry Russell. Je pense qu'on a pu rire de moi un petit peu là, à la maison ici. Quand je regarde Kerry Russell, je me dis ah ben oui, elle ressemble beaucoup à Kurt Russell, son père. Puis dans le fond, j'étais complètement dans le champ. Et tu sais, même j'ai checké, là, elle a aucun lien de parenté avec Kurt Russell là, et Golden Dawn. Là, ça a comme pas rapport du tout. Là, mais tu sais, dans le fond, que tu veux croire à quelque chose, tu peux voir, là, mais en tout cas, même après ça, j'étais là comme, mais pourtant, il ressemble quand même, mais dans le fond, il n'y a aucun lien, là. Fait que, dans le fond, c'est ça, tu sais, on a toute une mise en scène, là, où ils vont la trouver, puis elle, dans le fond, c'est ça, c'est une... c'était un élève là, de Tom Cruise, pour ça qu'il est comme... il sent... tu sais, dans le fond, il trouve cette mission-là importante, au moins d'aller la secourir. Puis, tu sais, on essaie de dire plus tard, là, l'auteur va même poser la question à Tom Cruise, là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux personnages? J'avoue que je me le demande pareil si c'est pas passé quelque chose entre les deux personnages, parce que il semble vraiment vouloir éviter la question. Tu sais, il ose même pas essayer de répondre. Là. C'est comme il est en train de lui demander quasiment... de quel droit qu'il demande, mais tu sais, c'est comme il esquive trop la question. Toi, tu pensais qu'il s'est passé quelque chose entre
Tom Cruise et Farris, ça change absolument rien à l'histoire, là. Je veux dire, à quelque part, il a passé à autre chose, là. Ben, peut-être, là. C'est sûr qu'il coupe, genre, juste. Il dit, genre, est-ce que t'as déjà couché avec ta soeur? Puis après, ça coupe juste après. Ouais, c'est sûr, c'est. Ça l'aide pas, justement, à pourquoi que je trouve que, tu sais, il savait pas comment répondre à cette question-là. Je pense qu'il aurait dû quasiment pas le mettre, là. Ça pose quasiment plus de questions, mais ça change pas. Quelque part, il peut savoir passer quelque chose, là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un attachement, peu importe, là, tu sais. Mais en tout cas, fait que. Là, ils se ramassent, ils vont réussir à aller la secourir. On va avoir une genre de poursuite hélicoptère contre hélicoptère. Ils vont se promener au travers là, des éoliennes. Comment tu trouves ça? Tout, pendant ce temps-là, ben, elle commence à avoir des mal de tête. Puis ben, c'est ça qu'on sait que. Elle a une genre de petit explosif dans sa tête, puis elle a quelques minutes. Sinon, ben, elle va mourir de ça. On lui met en place là, le défibrillateur qui pourrait, dans le fond, désamorcer là, la bombe. Puis, ça va revenir là, tout à la fin du film. On est toujours en train de nous replacer des affaires que finalement, ben, ça va revenir beaucoup plus tard là, dans le film. Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça. On est toujours en train de vraiment faire là, de l'écriture 101. T'sais, on est en train de tout le temps lier cette chose-là a une conséquence plus loin. On est en train de bien nous dire que Tom Cruise est capable de lire sur les lèvres, ça va revenir plus loin. Il y a une bombe dans sa tête, puis on est capable là, de la désamorcer par un défibrillateur, puis ça va revenir plus loin. Il y a toutes des petites affaires de même, puis je suis en train de nommer juste 2 affaires, là, mais il y a encore plusieurs petits détails qui reviennent plus loin. Même toute l'introduction elle-même, elle va revenir plus loin parce qu'ils nous ont tout placé là, l'avion, ils ont placé la patte de lapin. Toutes ces affaires-là, on sait que ça va s'en venir plus loin. Toi, je veux dire, à quelque part, tu trouves ça peut-être trop tout le temps nous récompenser ou récompenser l'histoire que, tu sais, dans le fond, on a déjà établi ça depuis le début. Est-ce que ça te dérange? Je pense que c'est trop. Là. Ouais? Ouais. Ben, c'est ce que je pense aussi. C'est bien écrit. Tu sais, je trouve que c'est bien écrit, mais c'est trop prendre le monde pour des nonos. C'est ce que j'ai un peu l'impression, quelque part. Il y a des affaires qui peuvent être juste un peu un hasard ou pas besoin de comme écrire chaque idée 2 fois. Puis l'hélicoptère contre l'hélicoptère au travers des éoliennes, je sais que dans le fond, on a eu. Ton écoute, dans le fond, on l'a fait ensemble. Puis, t'avais l'air à pas aimer ça que, dans le fond, il s'était stationné son hélicoptère à côté des éoliennes, pensant qu'il allait peut-être, il était trop proche, là. Ben, c'est comme ça, l'autre gars est mort, là. Ben, justement, ils nous ont mis en place qu'il y avait des éoliennes, puis, dans le fond, naturellement, il faut qu'il y ait un hélicoptère qui accroche l'éolienne, Ils l'ont mis en place avant, fait que, ça rapporte loin, c'est peut-être un peu trop. C'est justement que tu apportes l'idée, que là, je me rends compte aussi que justement, on a mis ça en place. Mais la poursuite en tant que telle, t'es-tu en suspense un peu? Tu trouves ça bien fait? T'es-tu en adrénaline en voyant toutes les qui arrivent avec l'infiltration qu'ils font? Je trouve que c'est rapide un peu l'infiltration. C'est vraiment bien coupé le plus rapidement possible parce que il va quand même avoir 3 infiltrations pendant tout le film, hein, quand on regarde ça. On va chercher le Farris. Ils vont rentrer à Rome. Puis après ça, ils vont aller chercher la patte de lapin. Ça fait 3 infiltrations pendant le film. Puis, mais c'est ça, c'est quand même assez rapide. Là. C'est pas, on prend pas là, le gros plan complexe. On voit quand même toute l'équipe en train de faire quelque chose. Luther, c'est le transporteur. Zen est là aussi pour seconder Ethan. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait là-dedans. Là, elle pose des dynamites un peu partout. Declan, lui, c'est le pilote de l'hélicoptère. Toi, comment t'aimes toute cette séquence-là? Je l'ai aimé, mais j'ai trouvé un petit peu court. OK. C'est comme un peu une séquence d'introduction. Je pense qu'ils veulent pas mettre la grosse séquence au départ en début de film. Là. Effectivement, c'était un peu court, c'était rapide un peu là, pour essayer de passer là, toutes les idées. Puis finalement, la bombe qui explose, comment t'as aimé l'œil de Kerry Russell? Comment t'as aimé ça? C'était vraiment beau. Oui, c'était vraiment beau.
C'est troublant un petit peu. Hein? En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un petit peu troublant là, avec l'œil qui part dans chaque. D'une direction, puis l'autre œil qui est dans une autre direction. Là. Son œil, il devient la couleur de son skin. De sa peau, ouais, c'était assez. En tout cas, c'est vraiment troublant, là. Mais en tout cas, on nous a mis ça en place, là. Puis je pense que c'est ça. C'était fait un petit peu là, pour nous déranger. Fait qu'après tout ça, ben, dans le fond, Ethan retourne à la maison, puis c'est tout calme. Dans le fond, c'est ça, là, le bout où que je veux dire, dans la vie de famille, puis il revient chez lui. Puis tu sais, dans le fond, Julia, elle se rend compte de quelque chose. Dans le fond, on dirait que elle se rend. Ben là, peut-être pas qu'elle saute aux conclusions là, qu'il y a une affaire ou mais il y a quelque chose que elle sent que Tom Cruise il cache quelque chose. Puis éventuellement, ben, il va lui demander de faire confiance, de vraiment juste sur sa parole. Puis éventuellement, ben, il va même lui demander de la marier, là, comme pour pouvoir mettre l'emphase là, qu'il l'aime, mais il va pas jamais répondre là, pour dire qu'il fait partie. Ben, à la fin du film, oui, là, mais à ce moment-là du film, là, il va pas dire qu'est-ce qu'il vit dans le fond. T'sais, en bout de ligne, s'il choisit de vivre avec elle, puis je me rappelle pas exactement ce qui se passe dans le 4e film, comment qu'il la tasse d'histoire, là, je me rappelle pas, là, mais en tout cas, on parlera de ça la semaine prochaine. Mais, dans le fond, là, elle sent qu'il y a quelque chose. Puis, c'est ça, dans le fond, pour être sûr qu'elle fasse confiance, ben, il va décider qu'il va la demander en mariage directement, puis ils vont se marier à l'hôpital. Je me dis tout le temps, il se marie à l'hôpital, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de mourir à côté. Dans le fond, ça serait quasiment drôle là, qu'il y ait tout d'un coup code bleu demandé là, à la salle 405, quelque chose de même. Là. En tout cas, je trouve juste ça bizarre, un drôle d'endroit. Puis dans le fond, après ça, ben, il se cache dans un des locales, là, puis finalement, ben, ils ont comme leur lune de miel. Là. Je trouve juste ça quand même un peu drôle comme situation. Là. Je comprends pour les besoins du film là, qui font ça, là, mais toi, dans le fond, là, avec tout ça, William, qu'est-ce que t'en penses de ça? Toi, le mariage, puis tout ça, avec qui font ça à l'hôpital directement. Dans le fond, c'est vraiment pour lier un lien de confiance. Penses-tu qu'il aurait dû y dire que c'est un agent, là, que c'est un espion, quelque chose en même, qui essaie d'expliquer ça? Tu penses-tu qu'il est mieux quand même là, de garder ça pour lui-même? Ben, moi, je pense qu'il l'aurait vraiment aidé, leur dit toujours. Qu'il devrait y dire? Ouais. Ouais, ben, c'est comme dans les deux bars pareil, hein? Il va y dire, mais en même temps, ben, elle va tout le temps s'inquiéter quand il sort de la maison, tu sais. Elle va se dire, c'est la dernière fois que je le vois, mais tout ça. Mais, l'autre côté, il aurait pu être honnête avec elle depuis le début. Je suis d'accord avec toi. Peut-être pour ça que en tout cas, en ayant plus tard dans la franchise, ben, c'est ça, ils vont continuer sur cette histoire-là. Puis, c'est pas une vie à quelque part, là. Mais, c'est ça, ils ont voulu établir qu'il était à la retraite aussi. J'ai lu votre rapport d'évaluation sur l'agent Ferris. Les mots que vous avez utilisés étaient plus que capables. Ça tient toujours, Monsieur Hunt? Monsieur Brassel, ça tient toujours. Oui, monsieur, ça tient. Parce que nous avons un cadavre en bas qui dit plutôt le contraire. Tué par une charge implantée dans son crâne par la cavité nasale. Monsieur Brassel, il est inacceptable de juger la compétence de l'agent Ferris. Il est inacceptable que le chocolat fasse prendre du poids et je suis bien placé pour le savoir. Monsieur Hunt, j'ai approuvé la mission de surveillance de l'agent Ferris d'après votre rapport d'évaluation sur les compétences d'une femme qui s'est fait capturer. Alors vous êtes allé la récupérer. Vous avez rencontré une douzaine d'hommes. Vous n'avez mis la main sur aucun d'eux? Notre objectif, monsieur Brassel, était de récupérer l'agent Ferris. Alors, après avoir secouru sans succès, mettons, là, l'agent Ferris, notre équipe va retourner là, au quartier là, de l'IMF. C'est là qu'on va avoir l'introduction de monsieur Brussels, ou le commandeur Brussels, qui va succéder à Swanbeck de la semaine passée, puis à Kittredge. Il a peut-être pas nécessairement la même fonction, là. Honnêtement, je vois juste ça comme les commandeurs tout le temps. Dans le fond, le personnage là, de Monsieur Brussels, joué par Lawrence Fishburne, toi, as-tu déjà acheté le fait que
plus tard, là, on va arriver, puis il va dire que c'est lui qui est en arrière de tout ça. Dans le fond, plus tard, là, je parle pas nécessairement de là, mais juste pour tasser ça du chemin, tu penses-tu que c'était lui qui était la tête là, des méchants, guillemets, là? Genre, au début, je pensais, oui, que c'était vrai, là, que c'était lui le méchant. Mais un petit peu, je pensais que c'était. Je sais plus son nom. Musgrave? Ouais. Mais, avant qu'on le voit, ou. Avant la révélation à la toute fin que c'était Musgrave, ou. Qu'est-ce qui t'a fait décliquer que c'était. Musgrave? C'est sûr que t'avais vu le film là, il y a une couple d'années aussi. Là. Non, tu t'en es rappelé ou. C'est parce que, genre, il y a des choses qui. Genre. Je sais pas comment expliquer. C'est juste qu'est-ce qu'il fait, genre. Musgrave? Un petit peu, ouais. Genre, comment il dit. C'était louche. Ouais. Juste pour clarifier, là, Lawrence Fishburne, ça fait plusieurs fois que j'en parle au podcast. Bien sûr, il est bien connu pour le personnage de Morpheus dans La Matrice, que j'ai parlé de La Matrice là, il y a 1 an et demi de ça. Il a joué là, dans le film là, de Predator de 2008 qu'on a écouté ensemble, dans le fond. Je sais pas si tu te rappelles. Il fait un rôle là-dedans. À part de ça, c'est un acteur que tu connais de d'autres choses? Je pense pas, mais je sais c'est qui, mais. Tu le connais pas nécessairement, là? Non, je le reconnais, mais je le vois pas. Je le vois dans quelques films des fois. Ok, ouais, t'en prends pas note. Dernièrement, dans le fond, là, j'ai couvert le film de John Wick 4 qui était dedans. Là, fait que là-dessus, ça va être. C'est un retour, là, dans le fond, avec Keanu Reeves là, qui a fait là-dedans. Là, mais en tout cas, c'est un acteur là, qui a une très longue carrière. Puis il y a même le film là, de Freddy 3 qui a joué dedans, là, vraiment en début de carrière. Puis. Même, dans le fond, Apocalypse Now aussi, que j'ai couvert cette année. Là. En tout cas, je veux dire, il est apparu quand même une couple de fois là, dans le podcast. Fait que Faris, avant de mourir, puis avant de se faire kidnapper, elle a envoyé une carte postale à Ethan, que dans le fond, il y avait une genre de micro-puce dessus, que finalement, là-dedans, ça parle là, de la patte de lapin, qu'il va y avoir une genre de transaction avec le personnage de Davian qu'on a parlé tantôt. Puis dans le fond, là, cette transaction-là va se passer là, au Vatican. Fait que on va avoir la deuxième infiltration qui va être plus élaborée. Ça va être vraiment celle-là qui va être la séquence là, d'infiltration là, du film. On va voir Ethan et Declan, qu'eux autres vont arriver avec une camionnette, puis la camionnette va tomber en panne. Après ça, Tom Cruise va partir de son bar, va monter sur le mur, il va ranger la caméra pour que, dans le fond, il va mettre une photo, puis il va cacher la caméra. Il va se déguiser en prêtre, puis dans le fond, il va prendre la place à Davian. On a Declan que lui, il va s'infiltrer pour laisser d'un autre bord. Je me demande quasiment pourquoi ils sont pas tous rentrés par la même place que Declan, là, mais parce qu'en bout de ligne, ils se rencontrent tous en dedans. Mais en tout cas, ils ont tous trouvé là, plusieurs manières de rentrer dans le Vatican. Puis, c'est ça, on a des clins d'œil à Mission Impossible 1, où encore une fois, pour la 3e fois, on a Tom Cruise là, qui se laisse tomber. Encore, lui, c'est volontaire, dans le fond, là, mais il va atterrir à 2 pouces du sol. Toute cette séquence d'infiltration-là, on va juste là, pour l'infiltration. Moi, je trouve ça quand même pas pire en tant que tel. Là. C'est ça, Mission Impossible, c'est toute l'infiltration. Comment tu trouves ça, toi? Ouais, moi, je pense que c'était bien planifié. T'as-tu aimé le bout où dans le fond, il parle italien? On peut se permettre de parler contre, en guillemets, contre les Italiens parce qu'on est de descendance italienne, on a du sang italien. Fait que on peut se permettre ça, mais ils sont toujours avec faire des gestes. Je trouve ça drôle, ça fait cliché un peu, toujours en train de parler, là, puis plein de gestes. Je sais pas s'ils font vraiment ça à Rome, tous les Italiens en train de parler, là. On a du sang italien, mais en tout cas, peut-être aussi, justement, quand je fais mon podcast, je suis quand même assez souvent expressif, justement. J'ai les bras qui passent souvent, là. Si vous me verrez, ce serait un podcast visuel. Mais comment t'aimes ça, toi, dans le fond, là, tous les arguments qu'ils font là, en pleine rue, tu sais, dans le fond, ils causent un trafic. As-tu trouvé ça drôle un peu? C'était bizarre, là.
C'est Mais pourquoi il voulait faire un trafic. Il voulait faire du trafic? Ben, ouais, pour que dans le fond, que il puisse monter le mur. Ah, pour que personne ne voit, genre. C'est ça. Ok. Mais tu sais, ça a comme pas de sens quand tu y penses pareil. Là. C'est comme si, genre, tout le monde, il y a personne qui va le voir pareil. Là, tu sais. Tout le monde regarde la vanne, il y a personne qui se promène dans la rue. Il y avait tellement, genre, un auto, je pense même il y avait un auto dans le derrière qui. Ah, ça se peut. Ça se peut, tu sais, c'est comme ça. C'est n'importe quoi un petit peu, là. Puis c'est ça, tu sais, on a Zen, qu'elle va rentrer avec, je sais pas quel genre de voiture, là, une voiture clairement là, qui est genre mon salaire genre sur 5 ans, là, qu'elle doit coûter la voiture, là. Puis c'est ça, dans le fond, elle va rentrer par la porte principale avec sa voiture. Dans le fond, comme je peux comprendre là-dedans, ils vont utiliser la voiture pour partir avec Davian, puis dans le fond, ils vont faire sauter la voiture comme pour montrer que Davian il est mort dans cet accident de voiture-là, de cette voiture-là qui a explosé. Puis c'est ça, dans le fond, il va falloir qu'ils prennent la place à Davian, dans le fond, officiel, dans le fond, puis on va avoir une création de masque. Comment tu trouves, dans le fond, la création du masque? Parce que je pense que c'est la première fois dans le film qu'on voit, dans les 3 films, qu'on voit la création des masques. Tu sais, dans le fond, là, ça prend genre à peu près 15 minutes à faire les masques, là, qu'on peut voir. Ah, aussi, il montre comment, genre, le faire. Ouais, c'est ça. Faut que tu prennes des photos, là. Ouais. Des photos, peinture, il place les sourcils, la perruque. Ça prend genre quelque chose comme 15 minutes à faire, là, tu sais, puis tout le monter. Tu sais, quand tu repenses à Mission Impossible 2, puis que tu vois qu'ils sortent les masques là, d'un peu partout, là, surtout vers la fin, là, la dernière fois qu'ils s'en sert, tu te dis comment. Ben, il est peut-être arrivé sur l'île déjà avec le masque de Hugh Stam, je pense qu'il s'appelle. Peut-être c'est ça, mais sauf que. Tu sais, dans le deuxième film, ils ont de l'air à tellement juste sortir ça de leur poche n'importe quand, là, les masques. Que ça fait quand même assez bizarre à penser à ça. C'est sûr que le deuxième film, c'est un autre film, c'est comme séparé. Mais, tu sais, quand on voit quand même les scènes avec Philip Seymour Hoffman qui devient Ethan Hunt, t'embarques-tu, toi? Tu sais, je veux dire, es-tu capable de voir Ethan Hunt dans sa prestation? Ben... Tu sais, comme quand il est dans la toilette, quand il est en train de se promener là, dans les tuyaux, dans les conduits d'aération, tout ça. Ben non, comment il bouge, ça ressemble pas vraiment comme lui, là. Ouais, ben, c'est sûr que c'est pas le même acteur, mais il a quand même essayé d'étudier Tom Cruise pour essayer de bouger comme lui, là. C'est sûr que c'est pas le même acteur. C'est sûr que, tu sais, il peut pas faire exactement. Moi, je l'ai acheté, par contre, là, qu'est-ce que Hoffman il fait pour imiter Tom Cruise. Ça a l'air que quand même, tu sais, je parlais tantôt là, qu'il était pas, il avait, tu sais, dans le fond, c'est parce qu'il était un petit peu dodu, là, on se le cachera pas là, en tant que tel, là, c'est pas méchant en bout de ligne, tu sais, il y a juste un petit peu plus rembourré que Tom Cruise, dans le fond, là. Tu sais, il est pas gros, là, on s'entend, mais tu sais, il a pas la même shape que Tom Cruise. Mais, tu sais, c'était quand même. Tu sais, en tout cas, dans le commentaire audio, là, ils défendent Philip Seymour Hoffman en disant qu'il faisait de la lutte, genre pendant qu'il était au secondaire. Puis, tu sais, dans le fond, il était un gars qui était quand même en forme, là. Puis, tu sais, dans le fond, qui était un petit peu agile. Mais c'est sûr que c'est dur à vendre, là, parce qu'ils n'ont pas vraiment là, la même carrure. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils vont se sauver de là. Dans le fond, là, pour les personnes là, qui devaient avoir la transaction avec pour avoir les plans pour se rendre à la patte de lapin. Je suis pas trop sûr de ça, dans le fond. C'est parce qu'il y a une valise. Toi, tu comprends-tu un petit peu là-dedans? C'est la valise, dans le fond, qu'il faut qu'il ramasse. Qu'il y a comme les plans pour savoir où est-ce que la patte de lapin allait. C'est-tu sûr que j'ai bien compris? Je pense. Parce qu'en bout de ligne, ils l'ont pas plus, la patte de lapin, là. Puis c'est la valise qui semble avoir, là, quand on a toute l'attaque là, sur le pont, ben en tout cas, ça a l'air être la valise qui est assez importante. Fait que là, on est rendu à l'interrogation là, dans l'avion. Puis bien sûr, Philip Seymour Hoffman, lui, ou Davian, il est
sais, dans le fond, il est juste fixé là, à essayer là, de savoir le nom à Ethan, puis pour, dans le fond, là, l'attaquer personnellement, parce qu'il sait, dans le fond, qu'il va sortir de là à cause de Musgrave. Mais tu sais, à quelque part, tu sais, quand tu recules un peu tout le film, puis tu regardes qu'en bout de ligne, ça faisait comme partie du plan. Il y avait comme pas le choix de réussir à kidnapper Davian pour pouvoir aller chercher là, la patte de lapin, pour qu'il soit placé sur cette piste-là d'aller chercher la patte de lapin. Ou sinon, ben, tu sais, je me dis, pourquoi qu'on a toute la mise en scène de ça, qu'en bout de ligne, même si Davian se ramasse, il est arrêté, on va réussir à faire sortir Musgrave va probablement trouver une manière de faire sortir Davian de prison ou peu importe. Puis je suis même pas sûr qu'ils ont vraiment des choses pour le faire rentrer en prison. Tu sais, même s'il est déclaré mort ou tout, ils ont-tu des choses concrètes pour pouvoir incriminer Davian? Tu sais, dans le fond, c'est un gars qui est invisible, mais pourtant qui est capable de se promener en public. Tu sais, c'est comme ils ont-tu... parce qu'ils nous mettent déjà, là, Brussels, qui arrive que, tu sais, il est invisible. Ils sont pas capables de le trouver. Mais, puis tu sais, dans le fond, il fait des dons partout, tout ça, puis il paraît bien. Puis, tu sais, ils vont-tu être capables de le rentrer en prison? Moi, j'ai quasiment l'impression qu'ils ne pourront pas le rentrer en prison, là, tout ça. Fait que, pourquoi que... Dans le fond, Davian, en le faisant sortir, là, qui devient un évadé de prison, c'est sûr que là, ils vont avoir une raison de le faire rentrer en prison. Tu sais, c'est comme... Là, ils n'ont rien, puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, le fait qu'ils s'arrangent pour se faire évader, ben là, c'est ça. Tu sais, ils peuvent le rentrer en prison. Mais c'est ça. Tu sais, as-tu remarqué que, dans le fond, dans l'interrogatoire... c'est pas Ethan Hunt qui fait l'erreur de donner son nom, c'est Luther. Dans le fond, là, dans tout le film, là, Ethan, il fait pas d'erreur, là. C'est tout le temps quelqu'un d'autre qui fait une erreur, puis dans le fond, c'est lui qui paye pour, là. T'as-tu remarqué ça? Pas vraiment. Non, t'as pas remarqué ça? Ben, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça avec cette scène-là, là, que, tu sais, c'est pas Ethan qui accidentellement, il fait une gaffe. C'est Luther, là, qui va le nommer... qui va nommer Ethan parce que là il est en train de le virer de bord dans l'avion, puis que tu sais, dans le fond, Luther là il dit Ethan, arrête, faut pas le tuer, il faut continuer à lui poser des questions, faut tu sais, puis faut savoir c'est quoi la patte de lapin. Ethan, arrête, Ethan, faut pas le tuer, puis tu sais, il arrête pas, tu sais. Mais c'est pas Ethan qui parce que lui c'est ça, Davian, lui il veut avoir le nom. Mais en bout de ligne, tu sais, c'est tout orchestré. Je sais pas pourquoi il prend ça tellement personnel. En bout de ligne, ça fait partie ça fait partie de la game. Davian de se faire pogner, là, tu sais, en bout de ligne, c'est ça que c'est tout l'effet domino qui fait que Ethan Hunt va aller chercher là, la patte de lapin plus loin. Là. En tout cas, fait que dans le fond, ils vont se ramasser là, sur un pont. Mais c'est ça, dans le fond, ils vont se faire attaquer. Là, il va y avoir c'est des jets qui sont là ou c'est des hélicoptères des hélicoptères. On a là-dedans, on a une couple là, de choses là, que Tom Cruise va faire là, comme cascade. Il va sauter par-dessus un trou. Il va avoir une explosion puis il va voler sur une voiture. Là. En tout cas, d'après ce que je pouvais comprendre, là, il y a quand même... Des pads à l'intérieur, là, mais il est quand même projeté à une voiture. Là. Je sais pas exactement comment ça a été fait. Là. Je pense pas qu'il y ait eu vraiment l'explosion. Ça doit être deux plans qui ont été collés ensemble, puis il doit juste être garoché à part là, avec un genre de ventilateur ou je sais pas trop quoi. Là. Mais ça montre encore que Tom Cruise il fait ses cascades, mais comme dans le dernier film. Mais moi, en tout cas, en voyant ça, puis même plus loin, là, il va sauter là, d'un édifice. Je pense que c'était fait quand même en studio, là, mais tu trouves-tu que dans le film aujourd'hui, que
c'est tout un peu contrôlé, il y a un petit peu moins de... Ben, tu sais, c'est parce que je parle un petit peu aussi en sachant où est-ce qu'on va s'en aller avec Tom Cruise, puis qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais, de vraiment risquer, là, avec des cascades en montant sur le bord d'une édifice, là, je me rappelle plus dans quel pays, là, je vais en parler la semaine prochaine. Se tenir sur le bord d'un avion, puis sauter là, en parachute là, à peu près 100 fois. Là. Mais c'est ça, tu sais, toutes des affaires de même. Mais même si on compare à la semaine passée, ce qui était sur le bord d'une falaise, puis qui sautait d'un bout de falaise à l'autre, as-tu l'impression que c'est plus assaini un peu, tu sais, c'est moins dangereux que ce qu'il fait aujourd'hui comparativement à ce qu'il a fait dans Mission Impossible 2. Parce qu'il est plus vieux. Parce qu'il est plus vieux, ouais. Ben, ben peut-être. Pourtant, il va être plus vieux encore la semaine prochaine, puis il va faire des choses encore plus risquées. Mais c'est sûr qu'il y a 6 ans entre Mission Impossible 2 et Mission Impossible 3. Mais fait que je suis pas fou en tant que tel. T'sais, on dirait qu'il fait moins de risques. Il y a un bout qui saute par-dessus un trou. Mais c'est moins impressionnant. On s'entend-tu que comparativement à ce qu'il a fait la dernière fois avec la moto, ben la moto c'était pas lui, il y avait des cascadeurs qui étaient ses motos, là, d'après ce que je peux comprendre, mais juste le coup de la falaise, là, tu sais de quoi je parle, au début, là, il saute d'une falaise à l'autre, là, il fait quand même, il a peut-être un harnais, mais tu sais. Ouais. Fait que là, une fois que Davian se fait sauver, dans le fond, là, en guillemets, là, il se fait secourir. Il tient promesse, dans le fond, qu'il allait kidnapper Julia. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, on a un peu un chat de la souris, là, où Ethan là, essaie là, d'aller retrouver Julia. Il est pas capable de la rejoindre. On s'entend-tu que c'est un petit peu exagéré, là, ce qui se passe dans l'hôpital? Dans le fond, il essaie sur son cellulaire est fermé. Après ça, dans la salle qui est dedans, il y a... Hein? Il appelle l'hôpital, après, genre... Puis après il y a la fille, elle met le téléphone à elle, là. Ouais. Elle prend une douche, là. Ouais, c'est ça, elle est en train de prendre sa douche. Ça a l'air d'être genre... On dirait que c'est genre la salle des employés, mais il y a genre... Les douches qui sont là, en tout cas, c'est quand même assez étrange, là. Les douches sont directement, là, à vue là, de la salle des employés. On dirait que c'est ça, là, en tout cas, c'est étrange comme salle, je trouve. Puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, Ethan ne réussit pas à la rejoindre. Fait que Ethan, une fois qu'il ressort de l'hôpital, l'IMF, du coup, des gardiens de sécurité, là, ou la police, je sais pas, d'autres agents, dans le fond, vont arrêter Ethan. Puis, tu sais, ça fait quand même assez bizarre de voir ça pareil, parce que on voit Ethan se faire, tu sais, il se fait tirer au taser, là, tu sais, puis il devient, là, impuissant carrément, là. C'est le genre d'affaire qu'on n'a pas vu, je pense qu'on n'a jamais vu ça à date, là, dans la série en ce moment. Non. Non, c'est ça, hein, ça fait étrange de le voir comme carrément à terre, puis, tu sais, il est arrêté, là, c'est comme tout d'un coup, là, ils ont essayé de faire quelque chose, il est humain après tout, là, ça a l'air. Fait que, là, il est arrêté, puis là, eh bien, ils mettent un masque là, à la Hannibal Lecter qui, dans le fond, il cache la face, là, qui peut comme pas parler. Qu'est-ce qu'il dirait? Ben, tu sais, à ce moment-là du film, on est supposé de penser que la tête qui est en arrière de Davian, c'est le personnage de Brussels. Fait que, tu sais, il y aurait comme rien à dire, mais l'autre côté, je comprends pas pareil pourquoi qu'ils mettent un masque. Sinon, ça serait juste justement pour faire juste quasiment un clin d'œil à Hannibal Lecter, qui était interprété par Anthony Hopkins, qui était le commandeur avant le personnage de Brussels. Je sais pas pourquoi il change tout le temps à chaque film pareil, tu sais. Je pense pas que Lawrence Fishburne va revenir la semaine prochaine. Je pense que c'est Alec Baldwin qui le fait. Je sais pas son nom. Ah, en tout cas, ça se peut que ce soit lui ou pas. Là. C'est pas grave, là, on parle toujours de Mission Impossible 3 aujourd'hui. Mais c'est ça, en tout cas, c'est quand même drôle pareil que c'est tout le temps quelqu'un de différent, mais en même temps, c'est comme ça montre que c'est pas tout le temps juste comme la même équipe, c'est des différents projets, puis à quelque part aussi, ça l'évolue.
je trouve pas ça nécessairement une mauvaise affaire que ça soit tout le temps quelqu'un de différent. Tu sais, ça montre que, comme je dis, que les personnages peuvent bouger. Peut-être que Anthony Hopkins pourrait revenir là, pas la semaine prochaine, je sais qu'il revient pas dans la franchise, mais il pourrait revenir là, dans Dead Reckoning, là, le prochain film, ou parce qu'il est placé à un autre endroit, ou tu sais, dans le fond, il a la même fonction, mais il est juste. Il est sur un autre dossier. Tu sais, ça montre que c'est pas un univers fermé. Je sais pas si tu me suis, là. Tu sais, ils peuvent arriver puis avoir un autre. Des personnages, là. Ben, que ça montre que c'est pas tout le temps le même noyau, là, qui font tout le temps affaire. Comme que Tom Cruise, il fait tout le temps affaire. Il se fait donner une équipe, puis comme par hasard, il y a tout le temps Luther qui est là. C'est comme. Ça a comme des fois quasiment pas de sens, là, mais. Pas exprès, genre. Par Luther, c'est genre Luther qui veut travailler avec eux, puis il fait pas exprès. Ah, peut-être. En tout cas, à date, là. Il y a tout le temps à part dans le premier film là, qu'il va. Le premier c'était vraiment juste pour avoir. Ouais, c'est ça, il l'a trouvé de même, là, mais c'est ça, tu sais, comme dans le deuxième, il dit on t'a assigné ton équipe. Non, c'est vrai, dans le deuxième, ils disent l'important qu'ils choisissent Naya, mais les deux autres, c'est lui qui peut les choisir. C'est vrai, fait que ça n'a pas rapport tout à fait à ce que je dis. Là. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, il est, comme on a parlé un peu plus tôt, là, dans le fond, Ethan va lire sur les lèvres de Musgrave, puis Musgrave va donner là, des choses. Dans le fond, il va donner un genre là, de porte-clés, en tout cas, un genre de couteau, là, un petit peu un couteau, là, mais un. Je pense que c'est un couteau. Ouais, c'est ça, je sais pas comment on dit ça, là, un multi-tool, là, comme tu dis, là, c'est une affaire avec plusieurs fonctions dedans, là, genre des tournevis, toutes sortes d'affaires dedans. Là. Fait qu'il va réussir à se sauver, mais encore une fois, on parlait là, un peu plus tôt qu'il y a des. Il y a des affaires qui sont comme mises en place ou des affaires qui reviennent tout le temps. Puis, tu sais, plus tard aussi, il va prendre un crayon pour. Tu sais, quand on va revenir au début, là, avec la séquence où ce qui est attaché, ben, tu sais, avec un crayon, on va réussir à se déprendre des menottes, tout ça. Tu sais, c'est comme tout le temps des petites thématiques qui reviennent tout le temps, les mêmes petites affaires, là, les mêmes idées, là. Puis, ça finit pas, là. C'est tout le temps comme genre. On a deux fois le film, tu sais, dans le fond, on coupe la moitié du film, on va avoir la moitié des idées. Puis quand on continue le film, ben, on a les mêmes idées, mais dans une différente situation. Fait qu'il va se sauver de là. Puis, tu sais, je me rappelle pas à 100% de mon visionnement initial, là, quand je l'ai vu en 2006-2007. Comme je dis, je me rappelle pas si je l'ai vu au cinéma. Mais, tu sais, moi, pour Brussels, j'en ai pas parlé tantôt. Je pense pas avoir embarqué à 100% que c'était le méchant, puis je pense que, tu sais, c'est le genre d'affaire que j'ai oublié, là, peut-être quand je l'ai réécouté une couple d'années. C'est plus ça que je me rappelle, que en bout de ligne, c'est quand il arrive, là, puis Ethan Hunt se sauve, puis il va Ethan Hunt va réussir à ramasser une radio, puis il va la mettre devant le lecteur CD, là, puis il joue We Are Family. Je me dis, c'est comme trop drôle. Puis la manière que Lawrence Fishburne va répondre, j'ai comme l'impression, tu sais, qu'il est pas enragé, sa réaction ne me vend pas l'idée que c'est lui la grande tête contre Ethan. Là. En tout cas, tu sais, la grande tête du méchant. La réaction qu'il fait, il dit, ben là, il se fout de moi, là, tu sais, je veux dire, ce qui se passe, là. Tu sais, c'est juste la manière qu'il agit. C'est pas la manière que si c'était le grand méchant qui agirait de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il se fout de moi ou quoi? Fait qu'on est rendu à la 3e infiltration. On a Musgrave qui arrive et qui a dit qu'il a intercepté une communication qui s'est ramassée là, avec le personnage de Brussels. Puis dans le fond, il l'envoie à Shanghai où ce que dans le fond la patte de lapin allait.
Mais ça va être juste comme une genre d'infiltration. Puis ça va être pas mal tout. Dans le fond, on va pas voir comment il va aller récupérer là, la patte de lapin. Puis toi, comment tu trouves ça à quelque part, juste d'avoir mis ça de même à quelque part, là, je veux dire, il va arriver puis il va faire un dessin là, comme un balancier pour pouvoir se ramasser sur le toit de l'édifice où il y a quelque chose comme 10 gardiens, mais qui va en tirer 2, puis c'est comme les 8 autres là, ils l'ont pas vu, là, je sais pas là, quoi là. Mais l'idée là quand même que on n'a pas encore une 3e infiltration complète. Comment tu trouves ça? Ben, je le trouve correct, c'est juste parce que c'est le 3e infiltration, puis j'aime ça. 2 ça c'est. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'ils savaient aussi, là, que c'était assez là, d'avoir mis ça là, sur. Ils savent que c'est. On a vu ça, toutes les infiltrations, tout ça. C'est le but de Mission Impossible, là, mais je pense que justement là, d'avoir mis ça là, short and sweet qu'on dit, là, je pense que c'était bien correct. C'est sûr que là, on va y aller plus concentré sur la sortie. Que dans le fond, la 2e infiltration, là, quand il était au Vatican, il n'avait pas vraiment montré beaucoup la sortie. Là. Dans le fond, ils ont ramassé Davian puis sont partis pas mal de suite après. C'était pas un problème de sortie, mais là, c'est ça, on va miser plus sur la sortie où ce que Ethan Hunt va sauter en parachute. Puis là, il va se ramasser là, dans le trafic en bas. Comment tu trouves ça, toi, dans le fond, là, qui sont dans le trafic, il y a des voitures partout, puis dans le fond, là, on a la patte de lapin, le bocal, là, ou le thermos, tout ça, puis qui c'est bizarre. En plus, genre t'échappes quelque chose là, qui ouais, qui peut tuer, genre on sait pas c'est quoi, là, mais toujours, là, ça va probablement tuer, genre, beaucoup de personnes. Ouais, ils ont le message, il y a le design dessus, là, le chose qui montre que c'est genre radioactif, biohazard, ou en tout cas, c'est super dangereux, là, puis, c'est comme ils mettent du danger un peu, mais je trouve juste ça ridicule, là, que ça joue genre au hockey, là, dans la rue, là, tu sais, quelque chose de même, là, tu sais, c'est comme, ça n'a pas rapport, là. Fait que dans tout ça, en bout de ligne, il va réussir quand même à la ramasser. Puis là, dans le fond, il y avait 48 heures pour rappeler Davian pour ramasser là, la patte de lapin. C'est ça que, dans le fond, que Davian voulait en échange de sa femme. Puis il va rester genre 5 secondes, là. Puis sinon, tu sais, est-ce qu'il l'aurait vraiment tué rendu là? Tu sais, quand tu regardes ça, parce que il aurait-tu vraiment tué Julia? Tu sais, je me dis... Il va même pas la tuer quand on en revient dans le fond à la séquence du début. Là. Il la tue pas. Fait que. Est-ce qu'il l'aurait vraiment tué si, mettons, il y aurait. Si, mettons, là, ça aurait pris 1 heure de plus, est-ce qu'il aurait tué Julia? T'sais, c'est plus ça ma question. Parce qu'en bout de ligne, là, il aurait vraiment perdu comme ses chances d'aller avoir là, la patte de lapin. On s'entend-tu? Fait que. Ouais, c'est sûr. C'est par rapport s'il est tué. C'est ça, c'est exactement, là, tu sais, en tout cas. Fait que, c'est ça, il va appeler Davian, puis il va partir en solo sans son équipe, puis ils vont y mettre, je pense qu'ils vont lui donner un genre de drogue pour qu'il s'endorme, puis que finalement, on va revenir à la scène du début. Tu sais, on savait qu'on allait se rendre là. Puis là, finalement, on passe, là, finalement, on se rend compte que c'était pas Julia qui est morte, c'était la secrétaire. Pourquoi ils ont tué la secrétaire ou c'est la traductrice à Davian? Pourquoi qu'il l'a tué? À quelque part, ça a comme pas de rapport, vraiment, là. C'est juste pour qu'il aille trouver quelqu'un d'autre, là. On s'entend? Tu sais, il n'y avait pas de but, là. Moi, honnêtement... Je trouve qu'ils ont manqué de couilles de le faire. Tu sais, je trouve que, justement, il aurait pu avoir un peu un côté que, justement, ils l'ont vraiment fait. Puis, mais tu sais, à quelque part, là, je suis pas mal sûr que la première fois que j'ai vu le film, là, je me suis dit là, qu'ils l'ont pas fait. Il y a quelque chose qu'on va apprendre là, par la suite. Mais, tu sais, je trouve que ça aurait mis de l'importance avec avec Davian. Tu sais, si maintenant il l'aurait vraiment fait, ça aurait été comme l'adversaire Ethan qui l'a blessé personnellement. Tu sais, c'est comme, tu sais, il s'arrange là en voyant là, les missions impossibles. C'est sûr que dans le premier film aussi, là, on avait là, Manuel Béard, je me rappelle plus de son nom, Claire, elle s'appelle, que elle se fait tuer juste à la fin du film, là.
puis ça aurait fait un petit peu comme ça, là, encore qui finit avec le cœur brisé à la toute fin du film, mais c'est comme tout finit trop bien à la fin, que je trouve que ça aurait peut-être justement rajouté quelque chose, pareil comme dans les films de James Bond, où dans le fond sa femme elle se fait tuer là, dans le 6e film, là, en tout cas ça aurait rajouté quelque chose, là, mais c'est pas plus grave, là, c'est pas que j'en veux à Michel Monaghan, là. Mais je pense que ça aurait pu rajouter quelque chose un petit peu, mais en même temps, les Missions Impossibles sont faites pour avoir du fun, pas pour pleurer. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, on va découvrir là, que c'est finalement Musgrave qui est en arrière de tout ça. Ça te fait quoi, toi, que ce soit Musgrave qui est en arrière de tout ça? Ben, vraiment quelque chose. Hein. Ouais, ben, moi aussi. Honnêtement, là, c'est comme, ok. Ben là, en plus, quand il meurt, là, plus tard, là, il rentre, il fait shooter la fin, là. Oui, ça a comme pas de but, là. C'est comme. C'est une balle perdue. Ben, c'est dans le fond, c'était pour comme donner quelque chose à Julia à faire. Mais. C'est ça, tu sais. C'est comme gratuit, là, quand il se fait tirer, là. En tout cas. C'est comme en plus, je repasse à ça, il y a comme une face de genre, hein, elle m'a tiré, c'est quoi cette affaire-là qu'elle m'a tiré? Tu sais de quoi je parle, là, tu sais, c'est comme, il a l'air comme être étonné, là, mais c'est ça, tu sais. Ben, Ethan, il avait donné le cours 101 de pouvoir tirer, là, en genre, tu sais, elle est rendue une experte en armes à feu, là, en genre 30 secondes, là, tu sais. Mais c'est ça, je veux dire, c'est un film, là. Fait que dans le fond, l'équipe, Luther, puis Jen, puis Declan, là, ils ont absolument rien à voir avec la fin. Ils font pas grand-chose. Là, on donne la place un petit peu là, à Benji, qui est interprété là, par Simon Pegg. Tantôt, on l'a vu un peu plus tôt là, dans le film. C'est lui qui, dans le fond, qui s'est ramassé le disque dur qui était grillé, là, dans le fond, quand ils ont été retrouvés, là, l'agent Farris. Tu sais, dans le fond, il est juste là pour être dans cette scène-là. Je pense que ça a l'air d'être un collaborateur quand même là, avec J.J. Abrams. Lui, à l'époque, il était reconnu pour un film là, qui s'appelle Shaun of the Dead, que j'ai toujours pas vu, ou j'ai vu une fois, puis j'ai purgé ça de ma mémoire. Là. Je pense que je l'ai vu en morceaux. C'est genre, je l'ai écouté en genre 4 morceaux, fait que je me rappelle plus vraiment. Là. C'est un film humoristique avec des zombies. Là. Puis c'est ça. Toi, ben, tu sais, dans le fond, on a remplacé. Il fait comme le personnage là, de Billy Blair, je pense qu'il s'appelait là, dans le dernier film, là, le pilote d'hélicoptère. Là. Il me semble qu'il a l'air à jouer le même genre de rôle. Là. C'est humoristique, c'est très léger comme personnage. Là. On est là juste pour rire. Toi, t'aimes-tu ça voir Simon Pegg? Tu l'aimes-tu cet acteur-là? Je prends pas d'opinion sur lui. Là. T'as pas d'opinion sur lui? C'est lui qui fait Scotty dans Star Trek 2009 et les deux autres. Ah, ok, ouais. Ouais, je l'aime. Ouais, ben, tu sais, honnêtement, il n'y a pas grand place aujourd'hui, là. Il prend toute la place juste pour comme détendre un peu, je pense, l'atmosphère un peu vers la fin du film aussi, là, même si c'était un petit peu intense, où on voit Tom Cruise se promener, là, il part à la course, là, puis il y a Benji qui est en train de dire, dans le fond, où est-ce que le téléphone qu'il a appelé... il a appelé Julia, c'est ça, Musgrave, il a prêté le téléphone pour... Il dit que Julie est encore en vie, puis dans le fond, là, il utilise des satellites pour trouver où ce que le téléphone était. Puis c'est ça, il court partout. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, là, il y a une scène, il court, puis c'est assez étrange, c'est un des super effets spéciaux là, qu'on doit utiliser, là, mais... il n'y a pas de grands effets spéciaux, mais des fois, il efface des harnais. Puis il y a un harnais qui paraît encore pendant qu'il saute. Il est en train de courir sur un pont, puis on voit un harnais. Là. C'est comme ça. Il y a une grosse ligne qui apparaît. Là. Ouais. C'est full évident. Là. C'est vraiment étrange là, qu'ils ont gardé là, cette. Je l'ai pas vu, mais tu me l'as dit. Ah, tu l'avais pas vu? Non. Là, il y a comme une ligne dans le ciel. Là. C'est comme le ciel est bleu, puis tout d'un coup, il y a une grosse ligne noire qui apparaît. Là. C'est vraiment étrange. Là. Ah, là, j'étais sûr que tu l'avais vu. Fait que c'est ça, il se ramasse dans le fond dans un genre de restaurant qui est une façade, puis dans le fond, ils sont dans le backstore. C'est-tu peut-être une auberge ou je sais pas trop quoi exactement, là, parce que c'est ça, ils rentrent, puis il y a genre 4 messieurs qui sont assis à une table, là, puis je pense qu'ils montent au 2e étage, genre, ou... Non,
Il va juste en arrière de l'endroit, là. Ok, c'est ça. Puis, Ils sont là, après ils bougent. ok, c'est ça. Il va juste dans le backstore, dans le fond, là. Puis là, ben, c'est ça. Il y a, dans le fond, il va y avoir comme la dernière confrontation là, avec Davian. Ce qui est drôle, pareil, là-dedans, c'est que Tom Cruise va avouer qu'il va se baser sur la manière que Carrie Russell, quand elle dit qu'elle a mal à la tête, là, puis que dans le fond, parce que la charge est allumée dans sa tête, là, bon, ben, tu sais, Tom Cruise va arriver, puis il va dire qu'il s'est basé sur comment qu'elle a agi au début du film, parce que ces films-là sont pas filmés tout le temps en ordre. Hein. Des fois, la fin est filmée avant le début, puis les scènes, là, ça dépend d'où ils sont, puis c'est pas filmé là, tout chronologique. Là, fait que Tom Cruise, il va se baser vraiment là, de la manière qu'elle a réagi, ben il va réagir pareil, parce que c'est ça qui était comme établi, puis dans le fond, pour que ça marche, là, pour montrer que la bombe est armée dans leur tête, là, ben il va se baser sur elle. Je sais pas pourquoi je dis ça en tant que tel, puis pourquoi que j'ai genre cette opinion-là de Tom Cruise, que en bout de ligne, c'est lui qui décide, là, puis tu sais, dans le fond, là, qui a dit là, que dans le fond, qu'il s'est basé sur quelqu'un d'autre, je trouve ça le fun, puis comme honorable de sa part, là, mais tu sais, je comprends pourquoi il l'a fait aussi, là. Fait que c'est ça, tu sais, ils vont se battre les deux ensemble, mais tu sais, dans le fond, Davian à son avantage, Ethan, il a comme super mal à la tête, là. Puis. Il bat toujours, genre. Genre, comment il est mort en plus? C'est genre super. Genre, il est pas mort bien, là. Ouais, ben c'est rapide, hein? C'est poche. Il se fight, là. Après, il va dans la suite. Après, il est en bas, puis lui est en haut. Après, un tour, il fait juste le tuer. Ouais, c'est comme. Ben, il fallait qu'il s'arrange pour que ça soit rapide, pareil, puis que, tu sais, ça soit définitif. Tu sais, parce que là, il y a genre 4 minutes. Ben, c'est dans le fond. Alors, c'était pas. Ouais, ben, il aurait pu être comme blessé, puis revenir, puis ça aurait pu être Julia qui. En plus, la bombe dans son cerveau, est-ce qu'il est toujours là? Parce qu'après qu'il se réveille, il l'enlève-tu ou quoi? Ben, il est désarmé. Ouais, mais il est toujours dans sa tête. Ben, il va se moucher, puis il va partir dans un Kleenex, j'imagine, je sais pas trop quoi, là. Elle va partir dans son système à quelque part, j'imagine. Dans le cerveau. Ben, elle est rentrée par le nez. Tu sais, elle est shootée là, par voie nasale. Que ces scènes-là, quand il se tire dans le nez, là, c'est Tom Cruise qui se le tire lui-même. Tu sais, on voit pas son bras, là, mais dans le fond, c'est Tom Cruise qui se le rentre dans le nez, puis qui se le tire. Tu sais, on est supposé de penser que c'est comme techniquement c'est quelqu'un d'autre qui le fait, là, mais parce que c'était sa face et tout ça, ben tu sais, Tom Cruise il le fait parce que c'est plus facile. Là. C'est pareil pour quand il va mordre la main à Musgrave du téléphone, là, c'est sa propre main qui mord, il mord pas là, la main à Billy Crudup, l'acteur, là. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour. Ben il doit pas mordre fort, on s'entend, il va pas se mordre lui-même, là. Mais c'est plus facile. Ouais, mais c'est plus facile pour l'acteur de juste arriver puis faire semblant qu'il est l'autre main. Puis après ça, ben. Il y a plus de contrôle, là, c'est justement pour que ça fit. Mais c'est ça, fait que oui, c'est vrai que c'est assez spontané, la voiture qui ramasse. Mais tu sais, en même temps, je me dis, il y a quelque chose comme 4 minutes. Puis là, le gars vient de se faire frapper dans la voiture. Il y a peut-être une police dans le coin, quelque chose de même, tu sais, qui va arriver, puis qu'il y a quelqu'un qui va pointer. Ouais, mais tu sais, il est en train de se battre avec quelqu'un, puis qu'il va pointer. La police va rentrer dans le restaurant, tu sais, pendant que l'autre qui est en train d'essayer de trouver un bocal pour se faire frire la tête, dans le fond, là, pour pouvoir se faire sauter la charge, tu sais, puis ça pourrait finir que finalement, ben, il est pas capable parce que la police rentre, tu sais, il peut rien faire. Mais heureusement, ça n'arrive pas, là. Mais c'est comme tout est fait juste. C'est comme il se passe plus rien dans ce film-là, à part quand on voit Tom Cruise. C'est juste lui. Tu sais, c'est comme lui qui bouge si il sort de la salle, ça bouge plus. Tu sais, c'est ça que j'ai comme l'impression. Là. Mais c'est ça. Par contre, quand il meurt, ben c'est ça, c'est Julia qui ramasse. Il y a un gars par rapport, il rentre, là. Ouais, il y a un gars qui rentre, puis ben il y a l'autre, là. Musgrave aussi, là.
Puis, dans le fond, c'est ça, elle va le réanimer parce qu'elle est. C'est une infirmière, là, tu sais. Personne d'autre pourrait le faire, c'est juste elle. Ouais, ben c'est ça, ben c'est parce qu'elle est en amour avec. Puis, tu sais, dans le fond, à cause qu'elle est infirmière, elle est capable de le faire, là. Ouais, mais. Tu sais, moi, d'après ce que. Tu sais, ça fait. Genre 6-7 fois là, que je fais le cours là, de réanimation puis de tout ça. Là, dans le fond, en tant qu'employeur, je devais couvrir ça là, il y a une couple d'années. C'est des cours d'RCR. Puis d'après ce que je peux comprendre, là, quand tu fais des massages cardiaques, t'as à peu près genre 0.0001 de chance de pouvoir réanimer quelqu'un vraiment là, en faisant des massages cardiaques. Tu as vraiment besoin normalement là, d'un défibrillateur, là, ce qu'ils cherchent. Là. C'est possible, mais c'est comme genre tout le temps dans les films, là, ils mettent tout le temps qu'ils sont capables de juste avec des massages cardiaques là, de réanimer le monde. Là. C'est très peu probable, mais tu sais, je comprends pourquoi qu'on le fait. On peut pas faire mourir Ethan Hunt. Puis, tu sais, ça fait juste étrange pareil que c'est pas lui qui fait. Tu sais, il est comme mort à la fin du film, là. Puis c'est elle qui va terminer le film. Terminer l'action du film, là. Fait qu'en tout cas. Puis là, ben c'est ça. Fait que finalement, il est forcé pour, comme il dit, que finalement, c'est un agent de l'IMF. Puis que finalement, ben, tu sais, elle se ramasse là, dans les quartiers généraux du IMF. Puis elle va rencontrer toute l'équipe. Puis tu sais, ça finit bien rose. Il y a quand même le fait que Ethan va se ramasser là, avec Brussels. Puis dans le fond, Brussels va y offrir de continuer avec l'IMF. Tom Cruise, ben, il dit qu'il va y penser. Naturellement, ça a l'air qu'il va revenir parce que on va parler là, de 5 films là, dans un avenir. Puis, dans le fond, il dit qu'il va il va y dire c'est quoi qu'il y a dans la patte de lapin. Seulement si, mettons, il reste. Mais tu sais, on le sait pas, nous autres. Tu sais, à quelque part, c'est juste. Tu sais, je sais pourquoi. En bout de ligne, on s'en fout. On sait que c'est juste un arme dévastateur, là, à quelque part, probablement biologique. Mais. Tu sais, c'est juste que, tu sais, on nous le dit pas pareil, là, c'est quoi là, la patte de lapin, là. Puis, tu sais, c'est pas important l'histoire, là, en bout de ligne, là, c'est juste qu'on savait qu'il y avait quelque chose à aller chercher, puis c'est ça, dans le fond, là, c'est comme je disais, là, c'est un mégaphone, tout simplement. Mais tu trouves-tu que ça finit rose, là? Tu sais, c'est genre, tu sais, tout le monde est genre en train de rire ensemble, tout ça, puis Tom Cruise qui part avec sa femme main dans la main, puis là, tu sais, ça finit, là, de même, là. Ouais, c'est vrai. C'est trop, je trouve, à la fin. C'est trop parfait, ouais. Fait que le film finit avec. Ça finit avec une chanson. Là, j'ai parlé là, de la chanson de Metallica la dernière fois que j'aimais bien, tout ça. Mais là, on va finir avec une chanson, là, Impossible, là, qui est par Kanye West, ou Kanye West plutôt, avec Twista et Keisha, Cole et BJ. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette chanson-là? J'ai jamais entendu. J'ai entendu quelques fois avant, là, mais. C'est une bonne chanson pour toi? Bah, correct. Elle est correcte. Ah, moi je trouve ça tellement l'antithèse, dans le fond, de qu'est-ce que c'était la semaine passée. Là. Dans le fond, c'est correct là, qu'il essaie pas de trouver un clone à la chanson de Metallica. Là. C'est bien correct. Là. Mais, de toute façon, au podcast, là, je pense qu'on le sait que je suis pas très très fan de rap. Là, puis, honnêtement, là, je trouve ça. Je me dépêche de finir. De fermer le film. Là. Une fois, là, je pense qu'il y a quand même la tune de Mission Impossible qui joue là, pour quelques secondes, là, mais moi, le film arrête là, direct là, aussitôt que la chanson de Mission Impossible elle arrête. Là, moi, c'est assez pour moi. Alors, en conclusion, tu donnerais là, quel genre de cote au film de Mission Impossible 3? Probablement un verre. Un verre? Tu l'endosses pleinement? Ouais, parce que genre, je pense qu'il y a un bon ballon d'action puis genre d'autres choses. Moi, je dirais que c'est vraiment un peu difficile pour moi, je trouve, que ce film-là. Parce que, tu sais, je reconnais qu'il est mieux fait que le deuxième film. C'est sûr que le deuxième film, j'ai une genre de nostalgie, comme j'expliquais la semaine passée. Mais je trouve qu'il est tellement fait comme genre de l'écriture 101 parfaite. Tu sais, c'est comme j'ai un peu martelé là, pendant le podcast.
que ils mettent une idée en place, puis que, tu sais, dans le fond, ça répond un peu plus loin. Puis c'est comme tout le temps ça. C'est comme trop écrit parfait, là. Tu sais, il y a quelque chose qui manque. Il manque un âme, je trouve, au film. C'est contrairement au film de la semaine passée, qui est inférieur, je vais préférer écouter Mission Impossible 2. Mais je reconnais que, tu sais, que le film est mieux construit aujourd'hui. Fait que, tu sais, je vais y aller avec un verre, je vais mieux l'endosser que le Mission Impossible 2. Mais, personnellement, tu sais, je fais comme un peu la différence avec ce que j'ai fait la semaine passée aussi, que je disais que j'endossais à un niveau jaune, puis pourtant, pour moi, je veux dire, je vais bien aimer écouter Mission Impossible 2. Mais, c'est ça, tu sais, je vais faire un peu l'inverse aujourd'hui. C'est pas genre la Mission Impossible, c'est probablement la Mission Impossible que j'aime le moins écouter. En tout cas, dans les 3 premiers, là, c'est la Mission Impossible que j'ai le moins envie d'écouter à chaque fois. Contrairement, là, tu sais, puis même mon niveau d'endossement, je vais peut-être l'endosser, là, mieux que le 2. Certainement pas meilleur que le premier, par contre, ça, je reste quand même assez ferme là-dessus que le premier film est un meilleur film que le film aujourd'hui, tant qu'à moi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vais pour un verre avec le film d'aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va revenir avec Mission Impossible, le 4e film. Bien sûr, ben, je vais être tout seul pour la prochaine semaine. William, je sais pas si tu vas revenir au courant des prochaines semaines. Là. Je veux dire, dans le fond, ça va y aller avec ton horaire. Mais est-ce que tu es repartant pour revenir quand même peut-être encore une fois avant la fin de la rétrospective ou peut-être au moins pour le nouveau film? Ouais, j'aimerais revenir, là. Ben, en tout cas, on va checker ça là, dans les prochaines semaines. C'est sûr que, tu sais, on s'en va là, vers la fin de l'école, tout ça. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça te revoir soit pour Fallout ou pour le nouveau film. Là. En tout cas, on va checker ça là, dans les prochaines semaines. Sinon, ben, ça a été le fun quand même de refaire encore le podcast avec toi, William, aujourd'hui. J'ai aimé enregistrer avec toi. Ah, ben ça change quand même avec la dynamique, notre dynamique qu'on a normalement, là, tu sais. Je pense que t'es encore un petit peu gêné avec le micro. Éventuellement, ben, tu sais, j'ai l'intention de quand même en refaire quelques films là, plus tard, là, pendant l'été. On va en refaire quand même ensemble. Si c'est pas dans Mission Impossible, ça sera dans d'autres franchises, dans le pire des cas. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on a des bonnes conversations souvent sur des films, puis c'est sûr que éventuellement là, tu vas revenir au podcast, puis qu'on va avoir encore là, des bonnes discussions comme qu'on a. Entre-temps, ben, vous pouvez suivre le podcast Premier Visionnement, comme j'ai dit un peu plus tôt au début du podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook et au Twitter. William, je te remercie encore d'avoir été ici aujourd'hui. De rien. Mais sinon, ce podcast se détruira dans 2 minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I'm infected with Chimera. You know you don't have a choice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Hey, one thing. The rabbit's foot. What is it? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. There will always be another lake. There will always be people like us to face him. We've done our part, and we've been cast aside. We can be anyone. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Hasta lasagna, don't get any on you.